En ce moment, il y a quand même une sensation un peu désagréable sur Ethereum. Ethereum sous-performe les autres cryptos, que ce soit Bitcoin ou les altcoins depuis un moment, et on commence à douter. Et même si la deuxième plus grosse crypto-monnaie du monde ne va pas disparaître du jour au lendemain, ça pose quand même la question de ce qui a bien pu déclencher cette panique. On pourrait se dire que c'est juste une situation passagère, que de toute façon les marchés sont dans le rouge donc que tout le monde panique un peu, comme d'habitude, quand le marché corrige. Sauf qu'au final, Solana et Ethereum ont tous les deux corrigé d'environ 48% depuis leur top en mars, mais on voit pas autant de feud autour de Solana. Donc, c'est quoi le problème ? En creusant un peu plus, on se rend compte qu'on peut regrouper les critiques dans 3 catégories, celle sur la technologie, celle sur la vision et l'idéologie autour du projet, et celle sur les métriques d'adoption. Le but de cette vidéo, ça va être de décortiquer ces critiques pour voir si elles sont vraiment fondées ou non, et comprendre pourquoi le token sous-performe le marché, et si oui ou non, il pourra se ressaisir. On va commencer par parler des mises à jour techniques qu'on a eues récemment autour d'Ethereum. Ethereum a toujours eu quelques gros défis à surmonter. Ça fait un long moment normalement que vous avez toujours vécu avec Ethereum qui galère, qui coûte cher, etc. Notamment en termes de scalabilité et de frais de transaction. Si on se rappelle bien, pendant les pics de bull run, les frais de transaction ont explosé, ce qui a rendu l'utilisation d'Ethereum quasiment inaccessible pour les petits utilisateurs. Ce problème de frais, combiné avec la lenteur du réseau quand il s'agit de traiter un grand nombre de transactions, ça a été un gros point de friction entre les utilisateurs et le projet. Le dernier gros changement qu'on a vu sur Ethereum, c'était le passage du Proof of Work au Proof of Stake qui a été finalisé en septembre 2022. Ce changement, il a permis d'ouvrir les portes à de nouvelles possibilités, mais aussi à de nouveaux défis. Ethereum a donc publié une roadmap qui permet de suivre l'avancement des améliorations qui doivent être apportées à la blockchain. Le problème, c'est que, en fait, les Layer 2 se sont développés beaucoup plus vite que prévu, et ils ont déjà apporté du scaling supplémentaire. Du coup, le focus a plutôt été mis sur l'amélioration des interactions entre les Layer 2 et Ethereum. Et c'est là qu'entre en phase la fameuse mise à jour Cancun qui a eu lieu en mars. Pour profiter de la sécurité d'Ethereum et pour être considéré comme un roll-up, un Layer 2 n'a pas d'autre choix que de stocker ses données sur Ethereum. Pour faire simple, les Layer 2 ils vont s'occuper de l'exécution des transactions. Ça veut dire qu'ils vont prendre toutes ces transactions, ils vont les regrouper et ils vont les envoyer sur Ethereum pour qu'elles soient intégrées à un bloc. La nouveauté, c'est qu'à partir de cette mise à jour, les Layer 2 ont le choix entre stocker toutes les données à vie ou les stocker temporairement. En supprimant les besoins de stocker à vie des données qui n'ont plus d'utilité, les frais de transaction des roll-up ont grandement diminué. Au début, il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ces Layer 2 parce qu'ils promettaient de résoudre les problèmes de scalabilité qui ont longtemps hanté Ethereum. Les Layer 2 ont aussi permis aux utilisateurs de continuer à bénéficier de la sécurité d'Ethereum tout en venant profiter de transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteuses. Mais même si ces solutions elles ont apporté des améliorations intéressantes, elles sont pas parfaites. La fragmentation de l'écosystème entre différentes solutions de Layer 2 et le besoin d'outils un petit peu plus conviviaux pour les utilisateurs ont clairement ralenti l'adoption massive qu'on espérait au départ sur ce projet. Globalement, c'est beaucoup trop fractionné. En plus, même si les Layer 2 améliorent la situation, ils ne résolvent pas complètement le problème des frais élevés quand le réseau est extrêmement sollicité. Bien sûr que c'est des choses sur lesquelles Vitalik et l'équipe d'Ethereum travaillent, mais Ethereum ne sera pas à son plein potentiel avant des années. C'est surtout ça qui a créé le débat entre l'architecture modulaire et l'architecture monolithique. Dans le cas d'Ethereum, l'architecture elle décompose la blockchain en modules et en composants bien distincts. Chaque module va être responsable d'une fonctionnalité spécifique, comme le consensus, le stockage des données ou l'exécution des transactions. Le problème c'est que ça complexifie vachement le réseau, en plus de venir cloisonner les liquidités et les interactions sur les Layer 2. Oui, c'est vrai, une fois que vous avez vos tokens sur Arbitrum, c'est simple à utiliser et les frais sont très bas. Mais déjà, il faut les mettre sur Arbitrum, donc il faut utiliser un bridge. Et si après vous voulez aller sur Optimism ou sur un autre Layer 2, il faudra encore réutiliser un bridge. C'est relou, c'est pas fluide du tout. Et je parlerai même pas de la centralisation de ces Layer 2. Au contraire, une blockchain monolithique comme Solana est conçue comme un système unique où les 4 fonctionnalités importantes, c'est-à-dire le consensus, le settlement, l'exécution et la data availability sont intégrées dans la même couche. Toutes les applications sur Solana sont construites sur la même base et peuvent interagir les unes avec les autres. Pas besoin de passer d'un Layer 2 à un autre en permanence, et en plus c'est pas cher et c'est rapide. C'est pour ça que de plus en plus de monde doute que la solution modulaire soit si bien que ça au final. Ces derniers mois, on a vu pas mal de petits portefeuilles s'éloigner d'Ethereum pour migrer vers Solana notamment, avec la hype qu'on a eu autour des memecoins, et je pense que c'est surtout ça qui a fait mal à Ethereum. Parce qu'en fait, la hype a eu lieu ailleurs, vu que trader des memecoins sur Ethereum, ça coûterait beaucoup trop cher. Ethereum a connu plusieurs vagues de hype qui ont servi de catalyseur pour attirer l'attention et les utilisateurs sur le réseau. On se souvient de la folie des ICO en 2017 qui a propulsé Ethereum sur le devant de la scène. Ensuite, il y a eu la montée en flèche des tokens DeFi en 2020 qui a encore renforcé l'utilisation
l'utilisation d'Ethereum et qui a démontré son potentiel comme plateforme financière décentralisée. Plus récemment, on a vu le boom des NFT qui a de nouveau attiré une grosse vague d'utilisateurs et il y a eu encore plus récemment le restaking qui a tenté de capturer l'attention en proposant une nouvelle façon de générer des rendements tout en contribuant à la sécurité du réseau. L'idée, c'était vraiment d'inciter les gens à garder leurs Ethers en staking et de les utiliser de manière plus productive. Mais à mesure que ces vagues de hype sont estompées, Ethereum a montré qu'il avait besoin de nouveaux catalyseurs pour continuer à attirer l'attention. À chaque fois que l'un de ces mouvements ralentit, on voit un certain désintérêt ou une migration d'utilisateurs vers d'autres blockchains ou d'autres secteurs un peu plus à la mode. Ça montre vraiment qu'Ethereum doit constamment innover pour maintenir sa position de leader dans l'espace crypto. Mais est-ce que les chiffres sont vraiment aussi catastrophiques qu'on peut le penser ? Petit rappel sur le fait que si vous n'avez pas de compte Coinbase, avec le lien en description, vous avez 15 USDC offerts automatiquement si vous vous faites un compte et si vous achetez n'importe quelle crypto, c'est Bullcoin inclus. Donc les USDC, ça marche, sans aucun minimum d'achat. Genre 1 centime, c'est très bien. Si vous avez tonton qui veut se mettre à la crypto mais qui a peur de perdre de l'argent, vous pouvez aussi lui envoyer ce lien pour qu'il ait ses 15 USDC gratuitement. Pour commencer, on va regarder la TVL de Ethereum. Actuellement, elle est de 45 milliards de dollars, mais elle a fait un pic à 67 milliards en juin, ce qui correspond globalement à la période de la hype autour du restaking. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est de comparer Ethereum aux autres blockchains. On voit qu'il reste largement devant les autres, il a plus de 5 fois la TVL de Tron, qui est le deuxième dans le classement. Sauf qu'il faut se pencher sur les parts de marché, c'est-à-dire la part que représente la TVL d'Ethereum sur l'ensemble de la TVL du marché. Depuis mars, Ethereum est passé de 60 à environ 56% aujourd'hui. En termes de variation, ça veut dire que la dominance de la TVL d'Ethereum sur le marché a baissé de 7% et ses parts ont été récupérées en grande partie par Solana, Base, Sui et Blast. Et ça se comprend quand on voit que au moment où je tourne cette vidéo, même en additionnant tous les plus gros layers 2 plus Ethereum, on n'atteint pas la moitié du nombre d'adresses qui sont actives sur Solana. Encore un peu plus inquiétant, quand on regarde les inflows et les outflows, on s'aperçoit que le nombre de journées où il y a eu plus de fonds qui rentrent sur Ethereum qu'il y en a qui sont sortis sont assez rares. Depuis septembre, on a eu 3 jours dans le positif, mais sinon on enchaîne les journées légèrement dans le négatif. C'est pas vraiment ce qui devrait arriver si la blockchain était vraiment attractive. Alors oui, bien sûr, les layers 2 récupèrent une partie de ces liquidités, mais c'est pas non plus une très bonne nouvelle pour les détenteurs d'Ethereum. Quand l'activité se déplace vers les layers 2, il y a moins de transactions qui se font directement sur la blockchain principale d'Ethereum. Du coup, on a une tendance qui stagne vers les 1,2 million depuis le début de l'année. Et ça peut faire baisser la demande de transactions sur les Layer 1, ce qui fait aussi chuter les frais de gaz. Les frais de transaction, c'est une source de revenus très importante pour les validateurs. C'est aussi un élément clé du système économique d'Ethereum, surtout depuis la mise à jour EIP 1559, où une partie des frais est brûlée pour réduire l'offre d'Ether en circulation ou au moins contrer l'inflation. Donc, moins d'activité sur le Layer 1 signifie moins de frais brûlés et ça peut ralentir la réduction de la quantité totale d'Ether en circulation. Et ça, du coup, ça peut affecter l'équilibre entre l'offre et la demande, ce qui joue directement sur la valeur de l'Ether. Pour l'instant, on a encore pas mal de Layer 2 comme Arbitrum qui utilisent encore Ether pour payer les frais de transaction. Mais la peur derrière tout ça, c'est de se retrouver dans la même situation que Cosmos où les tokens Atom perdent peu à peu en utilité et ne performe plus si bien. D'ailleurs, on voit très bien que le mécanisme de burn d'Ethereum ne fonctionne pas si bien qu'on le pensait. Sur les 30 derniers jours, le nombre total d'Ether qui a été créé, il est de 77 600 jetons contre seulement 7 400 brûlés. Ça nous fait environ 70 000 tokens de créés en 30 jours. C'est pas grand chose, mais c'est dommage, sachant que de novembre 2023 à avril 2024, la supply avait commencé à diminuer. Depuis, tous les tokens qui ont été brûlés ont été recréés et on a dépassé le niveau de novembre 2023. Autrement dit, même si le taux d'inflation reste très bas, autour des 0,6% par an, Ethereum est de nouveau inflationniste. C'est principalement dû aux frais de transaction qui ont atteint un point bas historique, et au nombre de transactions quotidiennes qui est vraiment ridicule si on compare ça à Solana. Mais attention, quand je dis que les frais sont sur leur point bas, ça veut pas dire que c'est pas cher. Un swap sur Ethereum, ça coûte quand même aux alentours des 5 $ en ce moment, donc bien loin derrière Solana. Je parle beaucoup de Solana parce que c'est actuellement son concurrent numéro 1. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'à l'avenir, le Layer 1 d'Ethereum ne sera presque plus utilisé par les petits portefeuilles parce qu'ils ont de bien meilleures solutions à disposition, soit sur les Layer 2 ou carrément sur d'autres blockchains. Mais n'empêche que pour l'instant, Ethereum garde sa position de leader. C'est pour ça que le token a reçu son propre ETF après celui de Bitcoin, ce qui démontre quand même qu'il y a un certain intérêt. Cet ETF, il a fait beaucoup parler de lui, et pas forcément bien. Pour rappel, un ETF ETH Spot, ça permet aux investisseurs d'acheter des parts qui suivent directement le prix de l'Ether sans avoir besoin de détenir réellement la crypto-monnaie. C'est pratique pour les gens qui veulent s'exposer à Ethereum sans devoir passer par la galère d'ouvrir un portefeuille, de comprendre les exchanges, etc. C'est surtout les investisseurs traditionnels et les institutions qui utilisent ce genre d'outils pour s'exposer. Les ETF Bitcoin avaient réussi à créer un vrai engouement et ils pèsent maintenant pas loin de 52 milliards de dollars. En toute logique, les gens s'attendaient au même type d'engouement pour les ETF Ether. Mais pas tant que ça. Tous ces ETF réunis pèsent environ 6,5 milliards de dollars, mais c'est surtout
surtout les inflows et les outflows, les rentrées et les sorties, qui sont assez inquiétantes. Depuis leur lancement, ils ont quelques journées dans le positif, mais le reste du temps, c'est dans le rouge. Si on prend en compte les entrées et les sorties, depuis leur lancement, les ETF sont dans le rouge de 562 millions. Encore une fois, on peut dire un grand merci à Grayscale pour ça. Comme pour l'ETF Bitcoin, les frais de gestion de leur ETF sont beaucoup trop élevés par rapport à ceux de la concurrence. 2,5% chez Grayscale contre 0,25% chez BlackRock. Du coup, les gens sortent de l'ETF de Grayscale, qui en plus avait déjà un produit financier assez similaire avant la sortie des ETF Ether comme on les connaît, ce qui a créé une grosse pression vendeuse sur Ethereum. Quand on regarde le total de tous les ETF, on voit que celui de Grayscale est le seul dans le rouge, mais il est dans le rouge de 2,6 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que les inflows de tous les autres ETF réunis. Sur l'ETF Bitcoin, on a vu la même chose, mais les gens sortaient de Grayscale pour racheter un autre ETF moins cher. Là, c'est pas tant le cas. On sent que les gens sont un peu frileux à l'idée de continuer d'être exposés à l'Ether. Pour moi, il y a deux principales raisons à ça. Déjà, ils attendent que la purge de Grayscale soit terminée pour acheter, parce qu'ils savent que ça va créer une pression vendeuse à court terme, et ils font un peu plus attention à leur exposition sur des actifs encore plus à risque que Bitcoin, à savoir l'Ether, parce que les conditions macro ne sont pas idéales en ce moment avec les peurs de récession et le marché baissier. Après, pour être tout à fait honnête, on ne peut pas non plus leur en vouloir quand on voit comment Ethereum performe par rapport aux autres cryptos, et particulièrement par rapport à Bitcoin. Depuis le début de l'année, il a moins bien performé que Bitcoin dans les hausses, et il a plus retracé dans les baisses. Normalement, le principe d'un altcoin, c'est qu'il surperforme dans les hausses et qu'il sous-performe, qu'il se fait plus éclater dans les baisses. Ça fait que du coup, la paire ETH Bitcoin est à moins 22% sur l'année. On pourrait se dire que Bitcoin est très fort et donc que c'est plus grâce à Bitcoin que à cause d'Ethereum, mais si on regarde, la plupart des autres Layer 1 comme Solana, BNB, NIR ont aussi mieux performé qu'Ether. Et même le Total 3, qui regroupe tous les altcoins sauf Bitcoin et Ethereum, a surperformé l'Ethereum. Donc en gros, l'ensemble des altcoins sans sélectionner, juste les altcoins ont surperformé Ethereum. Donc en fait, il n'y a aucune raison techniquement d'aller s'exposer à Ether dans ces conditions de manière rationnelle. Surtout s'il existe un ETF Bitcoin qui est considéré comme un investissement beaucoup plus safe et qui a une meilleure réputation qu'Ethereum. Mais d'un autre côté, le sentiment par rapport à Ethereum, il semble vraiment être à son plus bas. Et les rumeurs autour de Vitalik ont aggravé la situation. On a récemment entendu que Vitalik avait transféré environ 10 milliards de dollars en Ether vers des portefeuilles liés à des plateformes d'échange. Ces mouvements ont lancé pas mal de rumeurs, ça y est, Vitalik Buterin vend ses Ethereum, c'est terminé, il est en train de liquider ses positions pour profiter des prix actuels, surtout qu'Ethereum a quand même pris 132% depuis son bottom de 2022, mais le 31 août, il a assuré qu'il n'avait pas vendu d'Ethereum pour faire du profit depuis 2018. D'après lui, tous ces transferts d'Ether ont servi à financer des projets qu'il trouve importants, que ça soit pour Ethereum ou pour des initiatives caritatives. Mais le fait que la fondation Ethereum ait bougé des Ethers vers des plateformes d'échange a quand même relancé la panique. Personnellement, je ne pense vraiment pas que ces transferts de Vitalik et de la fondation soient un signe qu'ils veulent se débarrasser de leur position. Bien sûr, ils vont en vendre une partie, mais il faut bien quand même trouver une façon de financer le développement d'Ethereum et de l'écosystème. Et même si Vitalik a vendu pour son propre profit, on s'en fiche, c'est compréhensible. On parle d'une dizaine de millions de dollars. Vitalik, d'après les estimations, il a encore l'équivalent de plus d'un demi-milliard de dollars d'Ether dans ses wallets. Et c'est vraiment le problème de la prison dorée des fondateurs de projets, c'est que Vitalik s'assoit sur une fortune absolument énorme, il a été milliardaire techniquement en Ether à un moment, mais il ne peut juste pas vendre ses positions au risque de faire feud l'entièreté de la communauté, sachant que là il a vendu un tout petit pourcentage. Imaginez s'il vendait par exemple 100 millions, ce qui pourrait en soi se comprendre dans l'idée parce que le gars a créé, le gars travaille dessus comme un malade depuis des années, il peut prendre des profits et simplement continuer de travailler mais en ayant pris quelques profits, mais c'est compliqué. Donc on est très loin d'un panic sell assez massif. Moi, ce que je vois, c'est que même s'il y a des raisons de douter d'Ethereum, le sentiment de marché est beaucoup trop bearish, alors que les fondamentaux ont pas forcément changé tant que ça, ou alors c'est des choses qu'on savait depuis longtemps. Tout le monde adore Solana, tout le monde crache sur Ethereum. Et j'ai l'impression que c'est ça, le consensus. La question, c'est si Solana va continuer à surperformer pour le reste du cycle, ou si Ethereum va faire son comeback. Parce qu'on connaît la tendance du marché à donner tort à la majorité. C'est assez difficile à dire. Donc pour résumer, on en est où aujourd'hui ? Actuellement, je pense qu'Ether traverse une grosse période de transition. Les mises à jour, les innovations comme les Layer 2 et le restaking sont là, mais elles n'ont pas encore complètement répondu aux attentes de tous les utilisateurs et tous les développeurs. Elles cannibalisent l'intérêt de marché pour Ethereum et sa capture de valeur. Les problèmes de frais de transaction et de division de l'écosystème restent encore un gros problème, mais à côté de ça, on a d'autres blockchains comme Solana, Avalanche, etc. qui gagnent du terrain en promettant des transactions plus rapides et moins chères. Il y a aussi, je pense, une fatigue générale du marché par rapport à Ethereum, avec beaucoup d'investisseurs qui cherchent le prochain numéro 2, ce qui peut expliquer pourquoi il y a autant de FUD autour d'Ethereum en ce moment. Et en fait, je pense qu'actuellement Ethereum a un peu la pire position, dans le sens où il est moins safe que le leader Bitcoin, il a moins cette réputation de solidité, et les gens qui veulent plutôt s'intéresser à un ratio de risque et une courbe de risque un peu plus haute vont aller plutôt vers les altcoins parce qu'Ethereum ne propose pas des performances qui permettent de garantir une certaine solidité, mais
quand même un certain niveau de risk-reward un peu plus haut que Bitcoin. Donc en fait, il est un peu entre les deux, mais il répond actuellement à aucune problématique d'un point de vue investissement. C'est simplement d'un point de vue investissement. Je vous parle pas de la tech là, je vous parle de la price action et de l'investissement et de la spéculation. Mais pour moi, Ethereum n'est pas mort, loin de là. Il est clair qu'il a besoin de nouveaux catalyseurs pour raviver l'intérêt et continuer à croître. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec une communauté de développeurs aussi active et des fondations aussi solides, Ethereum a clairement les ressources pour s'adapter et évoluer ses levées. La chaîne n'est pas attractive pour les petits portefeuilles, c'est un fait, mais on voit que les entreprises par contre lui font encore confiance, avec Sony par exemple, qui lance son propre layer 2 sur Ethereum. Pour l'instant, le marché attend, il patiente, le temps de voir vers où et vers quel marché Ethereum se dirige vraiment. Mais je pense qu'il va quand même falloir surveiller ça de très très près pour continuer d'avoir cette sensation qu'Ethereum est en transition vers une phase beaucoup plus haussière. Mais il est clair que si certaines métriques continuent d'être un petit peu alarmantes ou redescendent encore, on va faire une petite update sur Ethereum et essayer de s'adapter. C'était Iril, j'espère que cette petite mise à jour sur Ether vous a aidé. Il y a pas mal de gens qui se posaient la question, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de revoir un petit peu tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Ciao les potes.